Cette semaine, dans le balado, on se laisse séduire, voire dominer, et on marche vers notre destin. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut. Et si ton destin était de te laisser séduire? Ou dominer plus. Ouais, c'est ça, parce que c'est super triste de dire que ton destin, c'est de te laisser séduire, tu fais rien. Alors, c'est-tu plus... Qui est le dominant et le dominé dans notre relation de co-animation de podcast? Je sais pas. Est-ce qu'on va là? Oui, ben en plus, on enregistre juste vocal, hein, fait que visuellement, vous savez jamais comment on est habillé et si on est habillé. Des fois, je nomme c'est quoi les chandails que t'as. Je mentionne quand t'as des chandails à effigie thématique, mais tu vois, là, je sais même pas c'est quoi. Ça, c'est de Bill and Ted's Excellent Adventure. Je pense que je l'ai demandé il y a 2 semaines. Ça. Be excellent to each other. Bon, mais ça s'applique à nous. Voilà. Est-ce que ça s'applique à Nicole Kidman et Harris Dickinson? Ça se pourrait, mais on est plus dans une relation un peu plus toxique, je dirais, par moment, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est surtout, en tout cas, bilubrifié to each other. Alors, on va en parler de ce Baby Girl qui fait beaucoup jaser depuis sa sortie au Festival de Venise. En même temps, beaucoup de cinéma pour la famille, évidemment, à l'approche de Noël. C'est ce qui prend d'assaut les écrans. Puis, d'entrée de jeu aussi, on peut dire qu'il y a 2 grosses sorties de Noël. Nosferatu et A Complete Unknown, le film sur Bob Dylan, qu'on n'a pas vu au moment d'enregistrer. Fait que on lancera un autre épisode pendant la période des fêtes. Rien nous arrête lorsqu'on aura vu ces films. Puis on pourra aussi du coup discuter du film français L'amour ouf. Qui cartonne cet automne en France. Qui approche du 5 millions d'entrées. Et Vermiglio aussi. En tout cas, on pourra en reparler prochain épisode. Sinon, ça nous fera une espèce de très long épisode. Fait que on vous laissera pas en reste, mais ça va sortir plus 27 ou 28 décembre là, dans ce cas-là, alors que c'est des films qui prennent l'affiche le 25 dans le cas des films américains. Et aussi, on aura un épisode spécial Top 10 de l'année qui s'en vient. Début janvier, on sort ça parce que d'ailleurs, on se demande tous si parmi ces quelques films qu'on n'a pas vus, s'il y en a qui en feront partie. On dit beaucoup de bien déjà de Nosferatu, de Robert Eggers. Alors, vous faites un petit tour d'horizon d'actualité très, très court cette semaine. Mais écoute, on dirait que tout a déferlé hier et aujourd'hui. Restons du côté film d'horreur, parce que un peu de nouveau concernant Scream 7. On sait que c'est une saga en soi pour voir le film arriver sur nos écrans. Juste qu'il commence à le tourner. Ça s'en vient, mais de plus en plus de casting se confirme. OK. Fait que ça, souvent, c'est rendu là, c'est bon signe, puis on est sur le point de tourner. On a la date de sortie qui est le 26 février 2026. OK, oui, c'est donc, ça. Si 25, non, ça, c'est impossible. Et on sait que Neve Campbell revient dans le rôle de Sidney Prescott, donc on a retravaillé un scénario qui nous ramène on est retourné voir son ex dans le cas de la production. Oui. Et on a confirmé qu'un autre personnage legacy, comment on pourrait traduire ça en français? Est-ce que Dewey revient? Pas Dewey, mais Courtney Cox va reprendre son rôle de Gale Weathers. OK, fait que finalement on retourne avec les OG parce que les nouveaux ont lâché. Puis, c'est ça, effectivement. Mais ça sera pas bon, là. Écoute, de ce qu'on comprend dans le casting, on en avec ses enfants à elle. Oui, c'est ça. Ça tourne, je pense, autour de sa fille qui va jouer par Isabelle May. Pas un nom très connu, mais elle a eu du bon succès dans les 2 séries dérivées de Yellowstone. OK. Fait que ça peut être potentiellement peut-être intéressant. Ce qui me garde un peu espoir, c'est que c'est Kevin Williamson, le créateur original de Scream, qui passe aussi derrière la caméra. Donc, à suivre, mais ça serait peut-être effectivement le temps que ça soit le dernier film avec les personnages originaux. Là. On pourrait après ça peut-être les retirer. Début 2026. Ouais. Puis le genre de soft reboot de I Know What You Did Last Summer, ça c'est l'été prochain. C'est 2025, OK. Oui, tout à fait. Soudainement, j'ai 14 ans à nouveau. Tous ces films-là. Oui, c'est ça, très bien. On se croira en 1997. Ouais. On sait que Colleen Hoover a eu un succès surprise avec l'adaptation de son film Jamais plus cet été. Pour elle, c'est peut-être pas surprise, mais pour la plupart des gens, oui, quand même. Donc, encerclé pour Noël 2025. Oh là là! Il y a une nouvelle autrice aussi qui vend beaucoup, qui a un gros buzz depuis une année ou 2, mais elle donne dans le thriller. Okay. C'est Freda McFadden, et là, c'est l'adaptation de La femme de ménage de Housemaid qui trône au sommet des ventes des palmarès. Un thriller qui mettra en vedette Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Et taboire, OK.
C'est quand même un bon one-two punch. Non, mais c'est pour ça, quand c'est comme ça sort à Noël, un top best-seller, vise les femmes, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried a déjà été plus hot, mais c'est quand même... on se souvient d'une certaine période de succès début 2005, genre. Avec les Mamma Mia, entre autres. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que ça risque d'être un des succès, peut-être surprise, un peu sous-estimé de la part d'Hollywood. Le counter-programming. Ouais. Parce que c'est quoi donc, on s'approche de Noël, mais pensons déjà dans un an, c'est pas un Star Wars. C'est Avatar. Ah oui, c'est ça. Okay. Ouais. Donc, c'est ça. Tout va se tasser. Sinon, ça j'aime bien. Hollywood Reporter ont lancé une petite bombe ce matin qui y allait d'une prédiction assez audacieuse en 2025, disant que le prochain James Bond serait choisi. OK. Et eux, ils vont avec... Moi, j'ai pas reçu d'appel. T'as pas reçu encore? Non, fait que j'ai peur que ce soit pas moi, que ma candidature n'ait pas été retenue. Ben moi, je leur ai dit, si j'ai le rôle, je me mets en forme. Je n'étais pas déjà particulièrement... Ouais, je comprends. Tu veux pas te commettre trop avant de... Ben non, c'est comme dans une relation. Tu te fais désirer un peu. Hein, j'ai le potentiel d'avoir un six-pack, mais... Show me the money, comme dirait Tom Cruise. Tout à fait. Donc, la rumeur prétend que ce serait Josh O'Connor de Challengers et qu'on a vu dans un petit caméo dans Queer qui est au générique. Oui, il jouait le mari de la scientifique dans la jungle. Mais on le voit à peine, son visage à peine montré. C'est ça. Fait que je pensais que tu avais parlé des Bike Riders. Non, je pense que c'est Luca qui a dit « Hey, t'as-tu le goût de venir passer quelques semaines avec nous autres? » même pas ce que j'ai mêlé. Excusez, Bike Riders, c'est Mike Fice. Je mélange l'un puis l'autre. Mais O'Connor, il a joué un journaliste dans un autre film. Je me souviens qu'on avait noté que c'était un rôle très semblable. Mais oui, tu as raison. Puis ça m'échappe. C'était cet automne en plus, je pense. Ouais, c'était... Mais bref. Ouais. Donc, il semble avoir un peu la cote. Visage peut-être un peu atypique pour un James Bond, mais on disait ça de Daniel Craig aussi. C'est un Anglais? Ouais. OK. Peut-être même O'Connor, fait pas irlandais ou écossais, là, je sais plus trop. Donc, à surveiller, voir si des Hollywood Reporter disent vrai. Donc, écoute, c'est pas mal ça pour les actus. Comme je disais, c'est plutôt tranquille. On a plutôt droit à une déferlante de bandes-annonces cette semaine. Moi, j'ai une actu que j'aimerais parler. Vas-y. Ça me touche beaucoup. C'était dans Lee, Josh O'Connor. Voilà. C'est que les Oscars ont annoncé des premières nominations, ce qu'ils appellent leur courte liste. Honnêtement, là, t'as comme courte liste pour la meilleure chanson puis le make-up, ces affaires-là. Ça, je trouve ça pas intéressant là, parce que c'est les 15 films qu'on a tous en tête puis tant que c'est pas réduit. Mais celle des films internationaux, j'adore ça parce que là, ça resserre l'étau sur c'est quoi les films de partout dans le monde qui vont connaître un buzz et se rendre jusqu'ici. Et le Canada est dans la liste. Mais voilà, alors une langue universelle de Matthew Rankin, donc coproduction Québec-Canada. Est encore dans la course, donc, pour être en nomination pour l'Oscar du meilleur film international. Ça prend l'affiche le 31 janvier au Québec, mais j'aimerais en nommer d'autres. Pour le Brésil, I'm Still Here, Je suis toujours là, prendra aussi l'affiche le 31 janvier. Celui de la République tchèque, j'ai pas vu s'il était distribué ici. J'ai pas trouvé de distributeur ici. Pour le Danemark, The Girl with the Needle est présentement à l'affiche dans certains cinémas. La France, Emilia Pérez est toujours dans la course, qui est sur Netflix maintenant. Pour l'Allemagne, Les Graines du Figuier Sauvage prend l'affiche le 17 janvier au Québec. Pour l'Islande, Touch, je ne sais pas. Kneecap de l'Irlande est disponible en VOD. Ça a sorti très limité au printemps. Je ne sais même pas si peut-être à Montréal a joué. Sinon, il est disponible en location numérique. Pour l'Italie, Vermiglio sort le 3 janvier. Fait qu'on vous en parlera dans les prochaines semaines. Pour la Lettonie, Flow, on en parlait la semaine dernière, est encore à l'affiche dans plusieurs marchés. Très beau film. Pour la Norvège et la Palestine, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas où vous voulez voir. Le Sénégal, Dahomey a joué cet automne. Il est peut-être rendu en VOD, le documentaire. Je pense qu'il est sur la plateforme Tubi. Mubi, oui. Ce n'est pas du tout la même chose, mais très... et pour la Thaïlande et
la Grande-Bretagne aussi, je sais pas où les trouver, mais il y en a quand même donc là-dessus 2 qui sont présentement à l'affiche et 4 qui sont à venir au cinéma. Donc, c'est le temps de faire le plein en prévision de votre pool d'Oscar. Ouais, c'est ça, exact. Surtout, je pense, pour le Brésil, I'm Still Here est quand même... On en parle beaucoup. Fait que je pense qu'il pourrait peut-être faire la courte liste. On n'a pas vu encore non plus Langue universelle. Bien curieux de voir en début 2025. Girl with the Needle, moi, j'ai adoré ça et tout. Je vous encourage à aller le voir. Très, très difficile. Fait que, voilà. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le film de Matthew Rankin, présentement sur la page Facebook de Maison 4/3, ils ont mis un entretien entre lui et Denis Villeneuve qui discute du film. J'ai écouté quelques minutes. C'était super intéressant. Et Villeneuve encense énormément le film de Rankin. Puis c'est en anglais? Ouais, ça parle en anglais. Mais je pense que Rankin parle français un peu aussi, mais ça doit être sa deuxième langue. Ouais, c'est ça. Il demeure à Montréal maintenant. Il est originaire du Manitoba, mais il est rendu montréalais. Quelques bandes annonces deux films chouchous pour toi, en fait, je pense. Ben, écoute, qu'il y a un potentiel. Allons-y avec le gros quand même, parce que c'est ce qui repart un peu l'univers des adaptations de DC Comics au cinéma. C'est le nouveau Superman qu'on aura droit le 11 juillet. Ouais, de James Gunn. Hey, ça nous laisse entrevoir beaucoup de choses, ce trailer-là. Pas dans le sens que ça spoil tout, mais présence de Hawkgirl, d'un Green Lantern. Ben, je sais que Green Lantern, c'est comme une forme de justicier, fait que il y en a plein, là. Nathan Fillion qui le joue ici. Fait que, moi, je trouve Nicholas Hoult aussi en Lex Luthor, je trouve ça intéressant. Puis on garde un ton très coloré. Le bleu est très beau, le ciel, alors que avec Batman et même en fait toute la Snyder, on est habitué aux couleurs, oui, très saturées, mais quand même très sombres. Ouais. Puis là, c'est plus lumineux. Ouais, c'est plus lumineux, ça se passe en journée. Et aussi, l'information avait coulé il y a quelques semaines, la présence du chien... Crypto, c'est ça. Qui est quand même audacieux, mais James Gunn nous l'a montré avec les Gardiens de la Galaxie, qui est quand même très apte à introduire des animaux, des chiens, des trucs comme ça, puis je sais pas, les faire interagir puis les utiliser, si on veut. Ben oui, le film semble vraiment, en tout cas, respecter l'univers élargi des bandes dessinées que je connais moins, Superman. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un peu une différence par rapport à la version plus classique des Superman de Richard Donner et de Christopher Reeve. C'est David Corenswet Sweat qui incarne Superman, que j'ai bien hâte de voir. Ouais, plus un gars de série télé, hein, je pense. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais en tout cas, jusqu'à là, tu sembles avoir le look. Moi, c'est surtout Rachel Brosnahan qui joue dans Miss Maisel, qui jouait, en fait, la série terminée. Okay. Une excellente série sur Prime, si ma mémoire est bonne, dans Lois Lane. Fait que, moi, je laisse la chance. Puis en plus, on reprend le mythique thème de John Williams, mais là, la chose de guitare électrique. Très comme quand Joe Satriani jouait l'hymne national, là, comme au début de Moneyball. Ouais. Mais Green Lantern puis Hawkgirl là, qui sont présents là-dedans, plus un autre que j'ai pas nommé son nom parce que je ne connaissais pas. Mais ça me rappelle vraiment l'émission dessin animé de la Justice League, plus que la mouture que Snyder nous a donnée. Ouais. Moi, je me souvenais plus des dessins animés qu'il y avait ceux-là. Ben, avec Gunn l'a confirmé que dans son univers, quand Superman arrive, ou en tout cas, il assume le rôle de Superman. Il y a des super-héros qui existent, c'est déjà peuplé, c'est déjà connu. C'est pas le seul. Non, effectivement, ce n'est pas le seul. Donc, et il a dit en même temps qu'il ouvre... Il y a des clins d'œil, il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais il n'y a rien qui connecte. Il n'y a pas de pont officiel. Il n'est pas en train d'installer un multi-univers. Là. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose d'aller un à la fois. Ouais, puis qu'est-ce que le public, qu'est-ce qui fait bien réagir et tout. Ouais, plutôt que tout de suite se commettre sur un film avec Nathan Fillion en spin-off que... Sur papier, quand tu mets ça juste en headline, c'est excitant, mais après ça... Ou d'annoncer, ça va les lier avec le prochain film, le truc un peu comme, évidemment, la méthode Marvel qui a fonctionné, mais qui a échoué avec DC. Alors, je pense qu'ils ont puis que même Marvel aussi ont besoin de se renouveler un peu là-dedans. Là. Ouais. Je pense que c'est que des... Origin Story, c'est ça qui est un peu saoulant quand tu as besoin de toutes les origins de tes 6 bonhommes pour après avoir ton film des 6 bonhommes ensemble. C'est un long projet de 4 ans. Là. C'est ça qui est un peu inintéressant. Donc, bien hâte de voir. Puis, écoute, je pense visuellement, ça va être intéressant dans sa réalisation. Mais je vois mal comment ça serait un insuccès. Je sais pas à quel point ça va marcher, mais je crois que la plupart des fans et de monde qui aiment les films de super-héros et autres, et même qui aiment Superman, sont très enthousiastes à ça. Ouais, c'est ça. Puis surtout, je pense qu'on a appris aussi la leçon de Zack Snyder, donc on ne dénaturera pas
qui est Superman à la base aussi. Là. Fait que je pense qu'on respecte ça. Sinon, oui, sorti aussi de la bande-annonce de Karate Kid Legends, un projet qui laisse un peu songeur parce qu'on sait que évidemment, Daniel LaRusso est revenu en grande force avec la série Cobra Kai sur Netflix, qui termine d'ailleurs une 6e saison et dernière saison, c'est confirmé. Tout ça est lié. Hein? Exact. Tout ça est lié, oui, qui était une suite aux 3 premiers films de Karate Kid. Mais on a établi que le genre de spin-off qu'il y avait eu avec Jackie Chan, finalement, est dans le même univers que les originaux, parce que là, c'est son personnage. Avec ce film-là, oui, c'est ça. Pas dans Cobra Kai, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais avec ce film-là, oui, on annonce. Ouais, mais le fait de mettre Ralph Macchio dans le film vient lié avec Cobra Kai. C'est ça, exact. Oui, mais oui. Il n'y aura peut-être pas présence des éléments de Cobra Kai, mais tout ça est un tout. Oui, c'est ce qu'on comprend, effectivement, avec Karate Kid Legends. Univers partagé, là, et tout, c'est ça. Donc, qui se déroule cette fois-ci à New York. Donc, on délaisse la Californie. C'est pas à Montréal? Oui, c'est ça. Tourné à Montréal. Un New-Yorkais montréalais. Et ce qu'on comprend, c'est que donc Jackie Chan, qui reprend son personnage à la Monsieur Miyagi de son film, a entraîné un jeune poulain qui, lui, emménage à New York, va subir l'intimidation et toutes sortes de trucs comme ça. Et là, pourquoi lui, il va chercher Daniel LaRusso? On va comprendre, j'imagine, plus ça va venir, parce qu'on garde quand même certains éléments de l'histoire un peu secrets. Mais ils vont faire équipe ensemble pour entraîner ce jeune prodige-là des arts martiaux. Je demeure très ouvert face à ce film. Je suis pas quelqu'un qui est très marqué par l'univers Karate Kid, mais parce que je trouve pas que ça donne une bande-annonce ou des images très excitantes. Mais en y repensant, autant le 1 est un phénomène culte puis qui a donné toutes les suites et tout, c'est vrai que c'est dur à vendre comme tel, mais si après l'histoire se tient bien puis que les personnages sont attachants puis qu'on sent le défi dans ce grand tournoi d'arts martiaux, ben ça peut faire un très bon film. Ça. Ouais, tout à fait. Mais écoute, c'est pas une bande-annonce comme Top Gun, là, ou comme Superman. Tu n'as pas le même... Je pense pas que quelqu'un écoute Karate Kid Legends, la bande-annonce, puis il y a le poil qui lève. Je suis bien d'accord. Fait que je pense que ça va être plus un cas de... 30 mai. On verra bien quand ça va sortir, mais quand même, Benoit, là, qui est le nouveau jeune, est quand même un champion de kung-fu, de karaté, de plusieurs disciplines d'arts martiaux. Fait que visuellement, on voit déjà aussi qu'on est loin du premier Karate Kid dans les chorégraphies. Là. Je pense que ça va être poussé à l'extrême. Fait que c'est ça. Je crois pas qu'on peut retourner maintenant au cinéma, puis avec l'espèce d'ouverture internationale et tout, à prendre des belles faces, mais qui savent rien faire, puis que tout est coté avec des cascadeurs. De plus en plus, c'est toujours ça. Même les films d'action, même quand c'est... voyons, j'ai oublié Ryan Gosling, qui est comme « je fais mes propres cascades le plus possible. » C'est sûr qu'il y a tout le temps aussi une doublure pour utiliser de loin, mais c'est comme pour que ça ait l'air réaliste, il faut que tu le fasses. Comme ça, on sait que tu l'as fait. Puis ça devient la promo du film de savoir que tu le fais pour vrai. Puis tout. N'oublions pas Keanu Reeves avec les John Wick aussi. Quand même, c'est ça, exact. Puis tu sais, ils ont sorti des promos pour Ballerina. Là, le spin-off, la bande-annonce tourne, mais ils ont sorti des featurettes. Puis c'est la même chose pour Ana de Armas. Elle apprend à faire tout le plus possible. C'est ce qui permet au réal, au cinéaste, d'avoir les plans qu'il veut. Il n'y a pas besoin de toujours coter sur le gun. Là, il faut que tu sois de dos, puis là, après, tu reviens, puis c'est toi. Puis... Ben oui, ça permet. Il reste les films de sport, que ça, on dirige encore beaucoup. Les films de hockey, là, il n'y a pas tout le monde qui patine. Sinon, 2 bandes annonces du côté d'A24, 2 projets très différents l'un de l'autre, mais qui sont très prometteurs, honnêtement, qui m'ont bien... Ouais, j'ai oublié d'en noter une, mais je pense que je sais c'est quoi. Moi, j'aimerais parler de Warfare, d'abord, qui est co-réalisé par Alex Garland et un vétéran de la guerre d'Irak, Ray Mendoza, puis qui est écrite par Ray Mendoza. Fait que le film va être on va suivre en temps réel un bataillon de Navy qui sont en mission en Irak en 2006, puis qui se font surprendre, puis que ça chie un peu à la Black Hawk Down. C'est juste que Black Hawk Down durait de... Tony Scott ou Ridley Scott? Je me souviens plus lequel des deux. Tony Scott. Non, c'était Ridley Scott. C'était Ridley, mais que ça durait quand même quelques jours, là, qui était comme coincé avec leur hélicoptère qui s'était crashé. Mais là, je pense que si le film dure 95 minutes, ça va être 95 minutes d'action, puis il faut se sortir de là, puis tout. Ça a l'air vraiment excitant, voire traumatisant, là.
Ben, voyant ce que Alex Garland nous avait offert avec Civil War plus tôt cette année, je pense qu'on va nous plonger sensoriellement au niveau des combats. Ça va être assez intense. Tout à fait, parce qu'en fait, sur Civil War, Ray Mendoza était le coordonnateur comme tactique, puis coordonnateur à la guerre, là, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Fait que c'est de là qu'est née leur association. Ben, c'est ça. Et pendant ou après la sortie de Civil War, Garland a dit « je vais quitter la réalisation, je suis un peu tanné, je vais retourner juste à la scénarisation. » Puis il n'a pas perdu de temps parce qu'il scénarise aussi les 28 jours. 28 ans plus tard, exact, c'est ça. Mais, puis il a dit « mais sur Warfare, c'est moi qui est plus comme consultant. C'est vraiment pour épauler, puis probablement au niveau de la production, Mendoza, mais c'est plus celui qui est le réalisateur du film et tout. Fait que lui-même, ça s'en dégage un peu. » Fait que voilà. Fait que je serais pas surpris que ça ait un bon succès après un Ray Mendoza pour être. Peut-être qu'il va faire juste des films de guerre, là, je sais pas, mais en tout cas, devenir un réal. Pas de date annoncée, juste on parle de 2025. Fait que à ce moment-là, je serais surpris que ce soit avant le mois de mars, sinon ça serait commis sur une date. Là. Il y a noté qu'il y a Will Poulter qui joue dans le film et il est également dans l'autre proposition de A24 qui est Death of a Unicorn. Ouais, que je trouve. Écoute, on va vous en parler 2 minutes. Si ça vous intéresse, peut-être omettez la bande-annonce. Je trouve que c'est une bande-annonce qui dit déjà qu'est-ce qui se passe au 2e acte, puis peut-être même au 3e, puis tout. Du monde, j'ai oublié c'est qui les comédiens par contre. Jenna Ortega, puis Paul Rudd, qui joue un dad assez beige, s'en vont dans une espèce de manoir de riche pour faire un pitch de vente ou quelque chose comme ça. Frappe une licorne. Comprennent pas, c'est comme qu'est-ce qui se passe, c'est surréel évidemment, mais ils la mettent dans l'auto puis ils vont là-bas puis ils essaient un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais finalement ça va virer en expérience scientifique puis en licorne fâchée. Que la licorne a des propriétés et une galerie de personnages weird, des gens riches et weird dont Will Poulter fait partie finalement. Ouais, lui comme je pense le patron de Paul Rudd et tout ça, et on va se comprendre que à la manière de Jurassic Park, les licornes vont commencer à sortir de leur cachette et vouloir se venger. Je sais pas si c'est à cause d'une panne d'électricité, là, mais... Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ça. C'est de Alex Sharfman, que je ne connais pas. Mais déjà, là, on dit du studio de Everything Everywhere All at Once. Ouais, donc, on cible un peu cette folie-là. Fait que ça peut être peut-être une des belles surprises. Et ça s'en vient au printemps. Oui, 4 avril. Allons-y pour les sorties. Oui, c'est ça. Commençons, rugissons d'attaque avec Mufasa de Lion King, le roi lion, de Barry Jenkins. Très surprenant qu'on a entendu que c'était lui qui serait à la réalisation de ça. Connu... Oui, pour Moonlight. Moonlight, If Beale Street Could Talk, alors pas du tout dans la même. Mais je m'en souviens que ça avait causé un certain... commotion. Écoute, les gens l'insultaient pas mal sur des réseaux sociaux. Oui. Ils comprenaient pas pourquoi il me trahissait l'esprit du cinéma indépendant pour travailler avec Disney. Là. Exact, puis ça fait un bon moment qu'il travaille sur le projet, fait que pas longtemps après ou au même moment, il y avait Chloé Zhao avec les Eternals, toutes ces choses-là, fait que Disney allait chercher du monde, des valeurs une espèce de qualité de cinéma, de genre et de niche, et puis amener ça dans les cartons des gros blockbusters. Les voix aussi un petit peu moins connues quand même. Aaron Pierre, qui est une face qui met sa place de plus en plus. Kelvin Harrison Jr., qu'on a vu dans une couple de films, dont Chevalier, là, le violoniste et tout. Mads Mikkelsen, qui prête quand même sa voix au méchant lion. Lui, c'est le plus connu et c'est le seul que j'ai vraiment reconnu sa voix dès qu'il a parlé. Mais est-ce qu'on aura une future star? Parce que c'est les débuts de Blue Ivy Carter, qui est la fille de Beyoncé, de Jay-Z. Ah ouais, OK. Celle qui joue la petite lionne. Ah, OK. La bébé de Simba. De Simba et Nala, là. Kiara. Là. Fait qu'est-ce qui se passe, là? C'est que c'est un prequel au Roi Lion. Donc, c'est l'histoire de Mufasa qui, rapidement, devient pas orphelin, mais perdu à cause d'une inondation. Et... il va se lier d'amitié avec un autre lion, Taka, complètement ailleurs. Là, il est perdu, finalement. Et Taka, lui, est la lignée d'un autre roi lion. C'est tous des rois lions à chaque clan, finalement. Mais eux vont vont se retrouver attaqués par des espèces de méchants lions blancs menés par Mads Mikkelsen, qui, eux, veulent juste, péter tous les lions sur leur passage pour prendre tous les territoires.
Et dans un échauffouré, c'est ça qu'on dit, échauffouré? En tout cas, dans un brasse camarade, un lion va périr. Fait que là, tout le monde va en vouloir à Mufasa. Alors, Mufasa et Taka, le fils de l'héritier, vont se sauver et essayer de retrouver le chemin de, comment ça s'appelle? Malélé, qui est l'espèce de contrée mystérieuse, très... The Land Before Time, petit pied le dinosaure. Dans ce cas-là, il faut se rendre dans l'espèce d'endroit, la Terre merveilleuse. La Terre promise. Oui, c'est ça. Et ils vont faire des rencontres sur leur chemin. Mais tout ça nous est raconté par Rafiki, épaulé de Timon et Pumba, dans le temps présent, entre guillemets, parce qu'il raconte ça à la fille de Mufasa et Nala, qui sont comme partis faire l'épicerie. Fait que Simba. eux... de Simba, pardon. Fait que eux qui... Ils sont partis faire l'épicerie. Ouais, on va pas donner le punch. non, mais c'est ça. Ils sont partis faire de quoi? Fait que pendant ce temps-là, ben, eux, ils gardent le bébé, si on veut, puis ils racontent cette histoire-là. Fait que une fois de temps en temps, on revient, puis là, ça permet à Timon et Pumba de faire quelques blagues comme Bien on ça. les connaît. C'est ça qui se passe. On a encore cette espèce d'histoire de loyauté, de courage. On enlève le côté c'est de ta faute si ton père est mort, là, qu'il y a beaucoup sur Simba quand il est petit. Là. Puis c'est une classique histoire d'amitié, mais qui va peut-être se transformer en jalousie parce qu'un a plus de succès que l'autre. Ben, évidemment, on va connaître les origines de Scar et pourquoi il devient méchant ou en vouloir à Mufasa dans le film. Donc, tu le mentionnais, le personnage de Kara, c'est pas une nouveauté, en fait. Elle était dans la suite du Roi Lion, qui était le Roi Lion 2, qui était sorti le 2. Ouais. Il y a eu un vrai 2? Il y a eu un vrai 2 en 98 qui était une sortie directement en vidéo cassette. Disney en faisait beaucoup à ce moment-là. Oui, c'était à l'époque. Donc, fait que je trouve que c'est un beau petit clin d'œil à l'univers dessin animé classique traditionnel du Roi Lion. À noter aussi quand même les chansons sont par Lin-Manuel Miranda pour ce qui est la version originale anglaise, parce qu'en français, j'imagine que ça va être des chansons en français. Ça reste qu'il les a composées. Mais je trouve que c'est ce qui faisait un peu cruellement de défaut à Moana, parce qu'il travaillait sur Mufasa au lieu de travailler sur la suite de Moana. Et il faut dire quand même que les chansons sont assez entraînantes. Très bonnes chansons. Je pense qu'elles sont évidemment moins mémorables que l'original. C'est comme imbattable ce qu'Elton John avait fait et tout. Là. Je pense pas qu'avec ce film-là, ici, on va avoir un Oscar de la meilleure chanson originale. Quand même sympathique. J'avoue que moi, de base, si je peux mettre un peu de ma touche personnelle, mon opinion, je suis pas très excité par ces projets-là. Autant j'ai exactement l'âge, là, comme je dis, en 86, fait que quand l'original est sorti en 94, j'avais 8 ans, fait que ça a joué à côté, là, la VHS et tout, je me souviens que c'était ça Aladdin, la petite sirène, là, qui était comme dans quand ça a relancé Disney, on les écoutait vraiment beaucoup, tu sais. Puis quand ils ont sorti en 2018-19, l'espèce d'adaptation, je l'ai jamais vu. Ça me passait 6 pieds par-dessus la tête. Puis que ça, là, j'ai joué l'exercice d'aller le voir, mais je suis quand même assez neutre à ça parce que personnellement, je préfère le dessin. Il n'y a pas de dessin animé de cette histoire-là, mais ça te permet une folie que c'est des animaux qui parlent. Là. Fait qu'à un moment donné, quand on pense juste aux chansons, tu peux être en couleur, puis faire des montagnes d'animaux, puis rajouter des plumes à tout le monde. Puis... ça permet plus de fantaisie. C'est ça. Là, ça reste comme des lions qui sont tous beige, un peu plus jaunes, un peu plus crème, qui sont sur des rochers, puis du gazon, puis du désert, puis ils chantent, puis ça bouge un peu. Quelques petits éléments de végétation qui s'amusent, mais c'est l'espèce de réalisme qu'ils donnent et qui est extrêmement impressionnant. Là. J'ai comme revu une séquence du film quand ils sont dans l'eau, là, au début, quand Mufasa il tombe dans l'eau, puis que ses parents essaient de l'aider, puis de le sortir, puis tout. Là. Les vagues, tout, c'est incroyablement réaliste. C'est de la pure folie. Mais ça, tu perds un peu ce que je disais, puis je suis d'accord, tu perds un peu d'expression sur tes lions, parce que tu peux plus leur faire des sourires puis des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il faut que tu restes... réaliste par rapport à des lèvres de lions qui bougent puis qui parlent. Tu sais. Et déjà, ils sont plus expressifs dans cette suite-là que l'original. Ça avait été une des critiques un peu. Les gens les trouvaient un peu trop figés. Mais maintenant, l'avoir vu, je comprends pourquoi ils appellent ça de la prise de vue réelle. Je sais que c'est tout numérique, mais c'est vrai que ça a l'air extrêmement réaliste, comme si tu filmais des fois, on a vrais l'impression, lions. on oublie que ça n'existe pas. Là. C'est hallucinant. Hormis les personnages qui parlent, ça nous rappelle, mais des paysages, justement, des éléments de décor, c'est comme, mon Dieu, que c'est incroyable. Ouais. Fait que je pense que ce genre de film, écoutez, ça va plaire, je pense, aux plus jeunes. Là, peut-être pas trop jeunes, parce que c'est quand même un film qui est 2 heures. Fait que, des 5-6 ans, 4-5 ans, ils vont peut-être
par moment trouvé ça peut-être un peu long, mais je dis ça sous toute réserve. Puis on enlève un peu, comme je dis, de couleur. Fait que ça reste des lions qui, ils se battent pas tout le temps, mais par 2-3 reprises, des lions qui se jumpent un sur l'autre puis qui se sacent des coups de griffe, ça peut être marquant. Là, mais vous connaissez vos enfants. Là. C'est ça. Et pour les un petit peu plus vieux, je pense qu'ils vont bien apprécier. C'est quand même, il y a beaucoup de scènes d'action qui sont spectaculaires. C'est ça. Et tels 2 lions qui s'affrontent pour le trône... c'est Sonic le hérisson 3. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Non, okay. Vas-y. Je t'ai volé le segway, finalement. C'est bien correct. C'est ma position de dominant. De Jeff Fowler, qui est en fait l'homme aux commandes de Sonic depuis le début. C'est lui qui réalise les 3 films, et peut-être les suivants. Sonic, c'est ce personnage qui est de partout. À la base, c'était des jeux vidéo, mais c'est devenu une émission télé. Ils ont-tu fait des spin-offs, genre des bandes dessinées et des affaires? Oui, assurément. C'est ça, des jeux, des casse-têtes, des tout. Ouais, c'est ça. Puis au début, c'était juste à Sega. Puis quand Sega ont arrêté leur console de jeux, puis qu'ils ont dit on fait juste des jeux, ben là, ça a permis à Sonic d'aller sur toutes les autres consoles. Fait que, ce qui était quand même une décision intéressante, parce que de fermer en disant que leur console n'y arrivait pas à se détailler du marché, surtout quand Microsoft est commencé à arriver avec les Xbox, eux ils étaient déjà en guerre contre PlayStation, contre Nintendo, là, ils perdaient à ça, mais au lieu de tout fermer, on se dit ok, nos jeux ils marchent, mais notre console non, faisons nos jeux partout. Fait que bref, Sonic arrive, gros succès au cinéma, puis j'ai pas noté exactement les recettes, mais le premier était sorti en février 2020. Fait qu'il a joué à peu près 8 semaines, puis 6-8 semaines, puis la pandémie est arrivée. 6 semaines, genre, selon les marchés, mais en tout cas au Québec, ça a vraiment fermé drette. Puis le 2, lui, était sorti à l'été 2022. Fait qu'aussi, les cinémas étaient ouverts, mais je pense que c'était des périodes où les sièges et les salles étaient à 50%, puis oui, même si c'était ouvert, c'est pas tout le monde qui avait commencé à revenir. Puis malgré ça, a fait comme une centaine de millions de dollars américains et vraiment beaucoup. Fait que c'est très, très payant, donc très populaire, en fait. Ouais. Ou je pourrais dire dans l'autre sens, très populaire, donc très payant pour la Paramount et Sega. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue à introduire un autre personnage. Fait que, alors que dans le premier, tu avais juste Sonic. À partir du deuxième, Sonic puis Tails, donc son ami renard à 2 queues, qui affrontait Knuckles, lui qui est rouge, qui était la voix d'Idris Elba. Là, maintenant, tel... de Fast and the Furious, Knuckles est rendu leur ami, travaille avec eux. Et là, le nouvel ennemi va être Shadow, qui est un espèce de Sonic noir, plus rapide, plus fort, plus puissant, plein d'expériences génétiques sur lui. Et là, lui, on ignorait son existence. Là. C'est comme des extraterrestres là-dedans. Là. C'est comme ça qu'il est présent. Puis il se sauve de là où il était en contrôle. Emprisonné. Puis il devient une menace, fait que Sonic et ses amis, puis ses 2 amis humains doivent, en fait, contre toute attente, s'associer à l'infâme Dr. Robotnik, joué par le charismatique Jim Carrey. Et un double rôle dans batailler, ce film-là, parce qu'il joue lui-même, et il joue son grand-père. Fait que qui est le créateur de Shadow. C'est ça. Fait qu'il lâche son fou avec tout ça, Jim Carrey. Fait que, tu sais, rendu là... vous avez vu Sonic 1 ou 2, puis je pense que vous pouvez arriver au 3 sans avoir vu les autres, juste en sachant que c'est des espèces d'hérissons sassy, là, qui disent des paroles drôles, puis qui mangent des hot dogs, puis qui aiment ça aller vite, puis tout, il faut que ça aille plus vite. Alors, comme tu as dit, des films qui fonctionnent très bien au box-office, qui reçoivent aussi des bonnes critiques quand même, qui sont bien appréciés. Pour la version originale anglaise, c'est Keanu Reeves qui incarne Shadow. Et on a déjà confirmé, écoute, on mise que ça va être un succès, parce qu'on a déjà confirmé un Sonic 4 pour 2027. C'est ça. Donc, mais c'est pas certain si Carrey revient, parce que à chaque fin de film... Tu sais, un peu comme d'une manière enfantine, c'est un petit peu genre, il est plus là, ou il est en prison, ou il a disparu. Fait que, il se garde toujours. Parce que Jim Carrey avait annoncé sa retraite d'acting, puis il revient juste pour faire des Sonic à chaque fois. Fait que je pense qu'il a vraiment du fun à faire ça. Parce qu'il donne un peu des genres de monologues, où il parle à du monde qui sont pas là, ou dans ce cas-là, il se donne la réplique souvent à lui-même. Fait qu'il parle à quelqu'un qui est pas là, puis il le refait dans un double rôle. Il semble s'éclater, en tout cas. Fait que voilà. Fait que oui, en fin de semaine, ça sera le duel de ces 2 films-là. Mais c'est un bon choix de Keanu Reeves pour la voix de Shadow, parce que comme on voit dans les bandes annonces, puis j'ai vu des petits extraits, puis c'est un personnage qui est plus torturé, qui a eu plus de manipulation génétique, puis des affaires comme ça, puis on comprend qu'il y avait une amie humaine, puis que ça y était enlevé, etc. Fait que autant Sonic, comme je dis, il est quirky, là, il est rapide, puis il donne toujours des petites vites, puis il fait des jeux de mots, puis etc.
Il est plus D'un autre côté, ténébreux, il est ténébreux, puis il parle lentement, puis il n'entend pas à D'ailleurs, rire. c'est à cause de son rôle de John Wick que Jeff Fowler a confirmé qu'il est allé chercher Keanu Reeves, évidemment. Voilà. Allons, là, ça, c'est les offrandes pour les familles, mais pour les plus vieux, pour les couples. Il y a Baby Girl d'Alina Régine qui prend l'affiche. Ouais, ça prend l'affiche le 25 décembre, ça l'a dit. Le cadeau de Noël, c'est beaucoup la promotion qu'on fait du film. Je pense que Noël, recevez ce que vous désirez vraiment ou quelque chose comme ça. Là. Nous, on a la chance de le voir avant la sortie. C'est pour ça qu'on en parle cette semaine. Voilà, on est hot de même. Alina Rygin, comme tu as dit, qui avait fait Bodies, comédie d'horreur, parue il y a 2-3 ans. Cette fois-ci, on n'est pas du tout dans ce même genre d'histoire. On est avec Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas. On suit Nicole Kidman qui joue le rôle de Romy, qui est la PDG d'une grande compagnie de robotique là, qui gère des classements d'entrepôts et toutes ces affaires-là, comme on imagine chez Amazon, là, avec des robots qui préparent les commandes et tout. Fait qu'elle a souvent, comme c'est la PDG, elle a souvent parlé devant le public et tout. Fait que c'est une femme forte de pouvoir en position d'autorité qui semble avoir une vie parfaitement harmonieuse avec un mari joué par Antonio Banderas qui est à l'écoute d'elle, qui est sensible, qui est un metteur en scène de théâtre, donc plus artistique. Elle a 2 jeunes filles comme quand même déniaisées, dégourdies, une qui est assez ouvertement homosexuelle. Tout est apprécié. Ils ont l'air avoir des relations sexuelles assez fréquemment. Mari et femme et tout, mais on comprend que finalement, elle n'est peut-être pas satisfaite là-dedans, mais qu'elle semble avoir du mal à l'exprimer à son mari, fait qu'elle laisse les choses aller, puis elle se masturbe dans ses temps libres. Mais lorsqu'arrive Samuel, parmi la batch de nouveaux stagiaires, lui joué par Harris Dickinson, il y a une espèce de charme et de désinvolture qui rapidement les séduit. Puis lui va y aller un petit peu all-in, très confiant, en laissant glisser des noms. Je pense que pendant ses entrevues, je pense que t'aimes plus te faire dire quoi faire. Puis il est comme, désolé, c'est vraiment inapproprié. Puis très, très séducteur lentement d'emprunter du feu. Puis en mode un peu, je m'en fous, là, tout, je m'en fous de tout. Mais on comprend qu'il est aussi quand même très brillant à son travail. Puis il est pas là pour rien, là. Fait que ça va ouvrir une relation très torride de domination, mais pas la domination très fouet cuir et ball gag et tout, c'est ça, BDSM et tout, mais plus dominé, genre tu vas faire ce que je te dis, je te mets un bol de lait à terre, je veux que tu le lapes, je veux que tu fasses ça, qui se traduit par du sexe et tout. Fait qu'à un moment donné, elle se retrouve aussi dans une position qui est comme, normalement, elle a du pouvoir, mais c'est lui qui a du pouvoir parce que comme elle est en relation extra-conjugale puis qu'elle couche avec un employé, lui, il peut la dénoncer puis elle perd tout. Fait que c'est un jeu dangereux, c'est se mettre le doigt dans l'engrenage, comme on dit. Ouais. Alors, et dans un peu à l'instar de Demi Moore dans The Substance, plutôt cet automne, qui a livré une performance qui ressemble un peu à une facette de sa carrière peut-être et qui s'offre à nu. Pour le téléspectateur, Nicole Kidman fait un peu la même chose. Surtout, je pense dans le film, quand il parle de ses injections de Botox puis des affaires comme ça, il y a un clin d'œil à la Nicole Kidman qui veut pas vieillir, qui se dit qu'elle se trouve pas assez belle et tout. Il y a cette même relation de l'humain face au corps, mais disons la femme face à son corps encore plus. Puis dans la relation de pouvoir, être vieillissant, qu'il faut retarder la vieillesse. Être en forme, ça n'a pas de bon sens, elle aussi. Puis tout. Fait que, tu sais. Bref, fait qu'il y a un peu de tout ça là-dedans. C'est, entre autres, ce qui doit expliquer son prix d'interprétation à la Mostra de Venise, sa nomination au Golden Globe et visiblement sa nomination qu'elle aura aux Oscars. Ce sera une très bonne confrontation. En fait, si Demi Moore et elle, les deux, sont en nomination, c'est très intéressant à ce moment-là. T'sais. Vraiment, vraiment. Donc, tu l'as dit, le film est à voir, entre autres, pour Nicole Kidman. Écoute, elle se montre sous toute vulnérabilité. C'est rare pour une actrice d'aller dans ces zones-là. Et d'ailleurs, elle le fait parce que c'est une réalisatrice aussi aux commandes du film. Donc, elle joue d'audace. Elle ne cache rien. En même temps, on ne réinvente pas la roue. En fait, moi, je m'attendais, avec tous les échos qu'il y avait, que ce serait peut-être un peu plus sulfureux, peut-être même un peu plus graphique au niveau de la nudité. Mais finalement, c'est quand même assez en pudeur, le film, malgré tout. C'est beaucoup, c'est ça, cette espèce de jeu de pouvoir. Tu sais, le film est quand même chaud par certains moments, mais il est
pas tant fait pour être érotisant. Non, pas c'est comme un peu justement les clichés de 50 Shades of Grey pis ces Ouais. affaires-là. Il n'y a pas de. Il caresse sa verge, blabla. C'est pas vraiment ça dans le film. C'est très audacieux. C'est 16 ans et plus érotisme. Quand même, on voit un peu de la nudité partielle et du monde en ébat et tout, mais c'est pas non plus comme un. Lars von Trier là, qui avait fait son diptyque Nymphomaniac, mettons, qui était plus cru. Oui, dans c'est ça. Donc, fait que je dirais qu'on est dans l'étal là, puis c'est très, très assumé de la réalisatrice de la trilogie d'Adrian Lyne des fin des années 80, là, qui était 9.5 Weeks, Fatal Attraction, puis Indecent Proposal. OK, des classiques du trilogie, genre. pas de continuité, mais du même genre de thème. C'est ça. Okay. Fait que 9 semaines et demie, c'était avec Mikey Rourke et Kim Basinger, qui avait eu justement beaucoup de controverses pour un peu les scènes érotiques. Fatal Attraction, évidemment, le classique avec Michael Douglas, qui a une liaison avec Glenn Close. Glenn Close, c'est ça, puis le tuer des lapins, puis tout. Là. OK, ça, là, je l'ai vu. Et Indecent Proposal, où Robert Redford offrait à Demi Moore, justement, de coucher avec elle. Fait que on est en hommage à ces thrillers. Ça n'est même pas un thriller, c'est vraiment un drame. Il faut pas le vendre comme un suspense. Non, parce que dans certains endroits, c'est marqué thriller érotique, mais c'est pas ça du tout quand même. Ouais, c'est plus drame érotique. Ouais. Puis moi, on dit les vraies choses. J'ai été agréablement surpris de revoir au générique quand même Sophie Wilde, qui joue l'assistante de Nicole Kidman, qui était dans Talk to Me. C'est ça. Je l'ai manqué, celle-là. Il était sorti pendant mes vacances il y a 2 ans. J'ai beaucoup aimé, puis elle est très bonne. Fait que voilà. Fait que c'est ce que c'est, évidemment, pour un public averti, ne serait-ce que quand même pour c'est du counter-programming, comme on dit. On va parler des films familiaux, ça, c'est les films adultes. Fait qu'un film, encore une proposition d'A24, il faut souligner, quand même encore un studio qui propose des choses audacieuses. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Parce que j'ai vu des endroits qui, Mediafilm, ont adoré. Ouais, c'est ça. Il y en a qui semblent vraiment avoir été très charmés, embarqués, d'autres avec certaines réticences. Moi, je suis comme un peu entre les deux. C'est comme un film qui est intéressant à voir. Il y a beaucoup de bien, mais globalement, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Non, moi, c'est ça, moi non plus. Je ne le mettrais pas à ce stade de ce point un film, un chef-d'œuvre ni remarquable, mais qui a ses qualités et surtout pour la bravoure de la performance de Kidman. Là, quand même. Exactement. Je pense que parmi les raisons d'aller le voir, il y a entre autres la vague Oscar, prénomination et tout. On y va pour Nicole Kidman, mais pour l'ensemble, la chimie aussi, parce que Dickinson est en rôle secondaire, mais il est très bon aussi dans ce côté-là d'être... Puis, tu sais, ce qui arrive dans la séduction, c'est que lui, on comprend qu'il maîtrise bien les chiens, là, tout simplement. Fait qu'il y a ce côté-là d'être une bonne chienne, là, excusez-moi. Pardon my French, c'est écrit par une femme, donc par Elina également, et ça paraît qu'on est dans les fantasmes, on est sur le regard féminin. Ouais. Puis le côté d'être avec un plus jeune, tu sais. Puis elle arrête pas de dire « t'es tellement jeune. » Puis il est comme, tu sais, je suis pas un bébé non plus, là. Je sais ce que je fais, puis au pire, c'est pas grave, moi, c'est plus toi qui va te briser dans tout ça, t'sais. Fait que, mais qui est pas... C'est ça qui est... Je sais pas si on l'a assez souligné, c'est que c'est pas nécessairement une romance. Il y a pas nécessairement d'amour, il y a plus une dépendance à cette réciprocité-là. Puis tu sais, elle aussi, au début, elle essaie de dire, ça reste... mettons, au travail, là, puis on loue des chambres d'hôtel, puis on fait ça, mais quand ça, tranquillement, c'est peut-être ça un peu le côté suspense qui commence à aller chez elle, puis la nuit, puis des affaires, ben là, autant c'est excitant, autant comme, là, c'est, là, j'ai la main trop proche du feu, là, puis là, je le sens que je vais me brûler, fait que ça prend des limites, mais lui, comme, si on met des limites, on arrête, fait que, comme, c'est ça. Fait que c'est ce jeu dangereux-là, mais il n'y a pas le côté, je vais séquestrer tes enfants. Non, c'est ça, je pense que c'est plus la quête d'adrénaline qui les pousse à aller plus loin dans le danger d'être exposés. Oui, c'est ça. Fait que, voilà, fait que, puis si le film, déjà, vous étiez curieux, à ce moment-là, je vous encourage à laisser libre cours à votre curiosité. Autre sortie, dans les gros films du 25 décembre qu'on a dit, Nosferatu et Complete Unknown, qui est le biopic sur Bob Dylan. Si vous êtes intéressé par ces films-là, sautez à aller les voir. Je pense que c'est quand même, de ce que je vois déjà, de très bonnes offrandes. Surtout Nosferatu, qui a quand même un bon buzz pour les fans d'horreur et de Robert Eggers et de juste film de genre, là, sans être un pur film d'horreur. C'est plus les films d'horreur des codes de justement Dracula et Bram Stoker que Talk to Me ou ou Scream 7. Puis évidemment, on est dans un film d'époque, donc on parle déjà qu'esthétiquement, c'est renversant, c'est à couper le souffle, et c'est une des forces d'Eggers aussi de ces films. Là. Visuellement, c'est toujours beau. Probablement le meilleur film d'Aaron Taylor Johnson cette année.
On en reparle la semaine prochaine, là, quand on l'aura vu. Les autres sorties du 20, moi j'ai vu, parce que là on est rendu des professionnels de l'animation, Ben oui. La plus précieuse des marchandises de notre ami Michel Hazanavicius, c'est notre ami, puisqu'on l'a déjà rencontré, c'est malade ça, quand il était venu pour faire couper. On est dans un pays en guerre que, en fait, ça vient, c'est l'adaptation d'un conte de, j'ai oublié de noter, Jean-Claude Grumberg. Puis dans le conte, on dit pas vraiment où est-ce que ça se passe. Oui, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais on le nomme pas. On dit pas on est dans quel pays. On parle tout le temps juste comme d'un autre peuple, d'un différent, de celui qui est pas apprécié. Ici, dans le film, on nomme plus les choses. Fait quand... Écoute ça, je me souviens plus si c'est nommé, mais c'est très senti. On est en Pologne, on suit deux pauvres, un bûcheron puis une bûcheronne. Puis ils s'appellent comme ça, pauvre bûcheronne ou vieux bûcheron. Là, ils n'ont même pas de prénom, tu sais. Puis la dame a pris toujours le train, a pris Dieu pour que le train lui droppe une marchandise, une petite marchandise qu'il appelle. Puis ce qu'on va comprendre, c'est que c'est un train qui se dirige tout droit vers Auschwitz, ce qui n'est pas une très belle destination pour voyager dans ces années-là. Voyager de force. Fait que il y a une famille juive qui va juste comme lancer leur bébé en voyant un peu la dame dans la neige en disant hey, c'est sa seule chance de survie, c'est d'aller ailleurs. Fait qu'elle va reprendre ce nourrisson-là, puis là, ils sont dans la misère, puis essayer de trouver du lait auprès d'une chèvre, puis son mari dit hey, on va se faire tuer par le village, tu sais qu'on a appris un bébé de ceux qu'il faut pas parler, de genre des sales, je me souviens plus comment ils les appellent, tu sais. Puis elle insiste, c'est comme non, on comprend qu'ils n'ont pas eu d'enfant, ça n'a probablement pas marché, peut-être plein de fausses couches, quoi que ce soit. Puis elle est comme non, si on se débarrasse du bébé, tu me tues, tu sais. Fait qu'on le garde, puis tout. Fait que là, ils vont devoir se cacher du village, de tout, pour garder ce bébé-là, faire croire que c'est elle qui vient d'elle, même s'ils sont un peu plus vieux, etc. Et un peu à la manière de la guerre, devoir fuir pour pouvoir se sauver. Fait que autant le livre, de ce que j'ai pu comprendre, était écrit pour les enfants, le film garde un ton plus adulte. Là. On va aller un petit peu aussi du côté de Auschwitz dans les camps de concentration avant de retourner dans le récit. Puis ça dure comme 80 minutes, là, 1h20, là, c'est assez court. Je sais pas c'est quoi le style d'animation, là, comment on appelle ça exactement, pas tout à fait de la 3D ni de la rotoscopie, là, mais quelque chose entre les deux. Un style un peu plus vieillot d'une certaine façon, sans être du traditionnel comme Miyazaki ou comme justement qu'est-ce qu'on a eu... non, on a eu du stop motion. Flow était plus en animé. Fait que, je sais pas, en tout cas, un style animé au crayon, là, je pense, mais style crayon, mais qui finalement est fait à l'ordi, bref. Fait que j'ai bien apprécié, ça avait été présenté à Cannes en 2024 dans les voix Dominique Blanc, Grégory Gadebois, qui est comme aussi finalement une vedette. Grégory Gadebois est dans tout maintenant, là. Encore cette année, là. Puis je sais pas, vas-tu même le rencontrer peut-être à Unifrance quand il y va? Il me semble que non. Il est au générique de plein de films, du moins. Denis Podalides fait des voix aussi. Mais la narration est faite par Jean-Louis Trintignant, qui est décédé un peu plus tôt cet automne, si je me souviens bien. Fait que c'est son dernier projet, c'est la narration de La plus précieuse des marchandises. Fait que je sais pas s'il est bien vendu. C'est un film de Deuxième Guerre mondiale, comme tu apprécies, une histoire un peu parallèle aussi d'ouverture, de sauver des enfants, mais de résilience du côté des Juifs, de dire, tu sais, ou même on se pose la question, tu sais, est-ce que tu persistes, comment dire, jusqu'à la fin avec ta famille, ou si à un moment donné, tu sens que tu peux sauver ton enfant, ben tu l'abandonnes, mais pour son mieux, pas pour sa mort, mais pour son mieux. C'est comme... J'ose même pas me poser la question, tu sais. Fait que personne n'osait se poser la question avant que cet enfer-là arrive sur Terre, tu sais. Fait que voilà pour La plus précieuse des marchandises, qui doit être dans quelques marchés. Évidemment, c'est pas le film qui va être mur à mur dans les Guzzo, hein, même s'ils sont quand même en opération. Autre film peut-être sorti un peu plus large, Prodigieuse de Frédéric et Valentin Potier, qui est une adaptation libre d'une histoire vraie, en fait, où deux sœurs super bonnes pianistes vont dans un prestigieux conservatoire, mais rapidement, il y en a une qui déclasse l'autre. Et là, ça fera pas comme Mufasa, là, ils seront pas en compétition. C'est juste que celle qui est vraiment de plus haut calibre, éventuellement, révèle avoir une espèce de maladie très rare qui affecte la dextérité de ses mains. Fait que là, va devoir un peu faire appel à sa sœur pour comme l'aider dans tout ça et jouer de la musique à deux et devenir un célèbre duo ou toute autre aventure musicale qu'offre Prodigieuse. Fait qu'on salue la réalisation élégante et les bonnes interprètes dans le film, qui est quand même globalement assez
conventionnel dans ce que c'est, ne réinvente pas le cinéma, mais très charmant comme drame musical. Fait que c'est tout pour cette semaine, pour cet épisode. Donc, on se reparle si normalement, s'il n'y a pas de catastrophe ou de grande tempête de neige, vendredi prochain, 27 décembre, pour parler de Nosferatu, Complete Unknown et des films de début janvier. Donc, L'Amour ouf de Gilles Lelouch qui sort soit le 1er ou le 3 janvier, dépendamment des cinémas. Ceux qui sont capables d'ouvrir le mercredi. Sinon, pour les autres, la plupart, c'est le vendredi 3 janvier. Et Vermiglio, que j'ai parlé d'entrée de jeu, celui qui représente l'Italie dans le score du meilleur film international. Comme d'habitude, contactez-nous au balado@monciné.ca et suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, peut-être bonne canne de Noël. Et si jamais vous succombez à la tentation d'une liaison conjugale, mieux vaut ne pas avoir de lapin dans la maison. Ceux qui savent, savent.